Priscilla Beaulieu rencontre Elvis en Allemagne en 1959. Elle n'a que 14 ans. Évidemment, elle est éperdument amoureuse de lui. À son départ d'Allemagne en mars 1960, Elvis lui promet de la rappeler. Mais il ne le fera que 8 mois plus tard et pourra faire venir Priscilla à Graceland pour 2 semaines dans le temps des fêtes en 1960. Et dès cette première visite, il va lui faire prendre des somnifères et excitants car on vit la nuit chez Elvis. Ils vont se rendre à Las Vegas pour faire la fête, malgré les promesses faites au père de Priscilla de demeurer bien sagement à Memphis. Dès 1961, elle s'installe à Graceland sous la supervision de Vernon. Elle doit continuer ses études, ce qu'elle fera, mais avec difficulté. Priscilla reste à Graceland les premières années sans pouvoir suivre Elvis à Hollywood, qui lui s'éclate à chaque soir avec sa bande et plein de filles. 1967, Elvis épouse Priscilla. Et selon elle, le bonheur ne durera pas longtemps. Elle n'était jamais seule avec lui. Une vie anormale. Et elle est incapable de l'empêcher de prendre ses pilules. Exactement 9 mois après le mariage, c'est la naissance de Lisa Marie, aujourd'hui propriétaire de Graceland et de l'Empire Elvis. En 1972, elle commence à tromper Elvis et demande le divorce, qui arrivera en octobre 1973. Ils vont quand même demeurer en bons termes. Elle va même se rendre à Graceland, car elle est restée très attachée à la grand-mère d'Elvis et à Vernon. Elle écrira un livre qui s'intitule « Elvis et moi », qui relate ses années avec Elvis. En décembre 1970, Elvis se met en tête de rencontrer le président Nixon pour lui offrir ses services pour la lutte contre les drogues. Faut-il en rire, mais c'est la réalité. Elvis vit dans un monde alternatif. Elvis est accompagné de 2 gars de sa bande, Jerry Schilling et Sonny West. Il se présente aux barrières sécurisées de la Maison-Blanche. Les gars sont certains qu'il va essuyer un échec. On ne rencontre pas le président des États-Unis comme ça. On fait le message à l'équipe du président. Elvis s'en retourne à l'hôtel et attend une réponse. Nixon, par calcul politique, accepte de le recevoir. Ça ne peut qu'être profitable pour les élections. Elvis est introduit au bureau ovale et explique au président qu'il a toujours été de son côté, que les Beatles sont dangereux pour les jeunes et qu'il veut aider son pays et qu'il veut avoir son insigne BNDD pour combattre l'abus de drogue chez les jeunes, car il pense avoir une bonne influence. Elvis introduira ses 2 amis, il obtiendra son insigne et s'en retournera tout heureux, exhibant son insigne à tout le monde qu'il rencontrera par la suite. Le film Elvis and Nixon relate ces faits scrupuleusement. Andreas Cornelis van Kujic serait né aux Pays-Bas en 1909. Il se fait appeler le colonel Parker. Il prend Elvis en main en 1955. Il lui permet d'accéder au studio RCA Victor dès janvier 1956. Pour le début de sa carrière, le colonel est très positif pour Elvis. Il lui négocie de bons contrats. Par contre,
de la vie de tous. Il a abusé d'Elvis en prétendant qu'il n'était pas son agent, mais que c'était un partenariat. Le colonel prenait la moitié des revenus. Donc, il a arnaqué Elvis. Normalement, un agent se limite à 10 ou 15% des revenus. Dans les années 60, il a détourné Elvis des studios pour le cinéma. Elvis a perdu ses meilleures années avec le résultat qu'en 1968, sa carrière musicale était au point mort. Dès 1969, il a trop fait tourner Elvis, trop de spectacles, ce qui a résulté que, étape par étape, tranquillement, Elvis a abîmé sa voix. Mais les spectacles rapportaient gros, car si Elvis était un drogué, le colonel, lui, avait besoin d'argent, car c'était un joueur invétéré. Au mépris de la santé d'Elvis, il a continué à le faire tourner, coûte que coûte. Dans les années 80, la succession est parvenue à l'écarter des affaires d'Elvis. Elvis a des obligations avec RCA Victor pour les enregistrements. Il doit produire de 30 à 36 chansons par année. Pour les années 1969 à 1973, Elvis a produit 140 chansons, malgré une production de seulement 7 chansons en 1972. À partir de 1974, Elvis s'obstine à ne plus enregistrer, malgré les pressions de RCA et du colonel. Diverses sessions d'enregistrement ont été programmées, mais Elvis ne s'y rendait jamais. Même l'installation d'un studio à Graceland n'a guère changé les choses. En 1974, Elvis n'a enregistré aucune chanson. En 1975, 10 chansons, à peine suffisantes pour un album. En 1976, à Graceland, Elvis enregistrera les 16 dernières chansons de sa vie. 1977 verra RCA et le colonel se buter au refus constant d'Elvis de se présenter dans un studio. Elvis aura donné, selon les estimations, 1684 spectacles durant sa vie, dont 767 à Las Vegas durant les années 70, à raison de 2 séjours par année, 4 semaines à chaque occasion. En 1969, il performera 57 fois, puis, en plus de Las Vegas, les tournées vont commencer sans interruption jusqu'à juin 1977. Elvis se produira à un rythme affolant, 139 fois en 1970, 156 fois en 1971, 165 fois en 1972. L'année 1973 sera l'année de tous les records avec 180 spectacles, puis 157 en 1974. Malgré la maladie qui va le ralentir en 1975, Elvis sera vu pour encore 107 spectacles. Finalement, les 2 dernières années, le King performera pour encore 127 fois en 1976 et 59 fois en 1977. Lors de l'autopsie, on constate qu'Elvis a des problèmes de santé, mais à prime abord, rien de mortel. Un foie trop gros, le cœur aussi. Mais à mesure que l'autopsie avance, ils vont faire des découvertes stupéfiantes. Son foie pesait 3500 grammes,
et avait lourdement pâti de l'abus de médicaments et de drogues. On découvrit qu'Elvis avait des problèmes gastriques qui étaient très dangereux. Pour une personne normale de la taille d'Elvis, le côlon mesure de 1,5 m à 2,1 m avec un diamètre de 5 cm. Le côlon d'Elvis faisait 13 cm à certains endroits. C'était un côlon géant qui de plus était complètement obstrué. Elvis devait souffrir le martyre. Depuis combien de temps n'avait-il pas pu se soulager? C'était impossible à dire, mais c'était le signe d'une grande toxicomanie. Plus tard, les analyses vont relever une histoire d'horreur. On retrouve des concentrations de médicaments dans le sang d'Elvis en quantité impressionnante. De la codéine à une dose 10 fois plus grande que la norme. Du Calude à un niveau toxique. Du Valium à une dose presque toxique, ainsi que le Valmide et le Placidil. Une dose importante de pentobarbital, du butobarbital et du phénobarbital. Tous ces médicaments sont des neuroleptiques et leur interaction était mortelle. C'est à se demander pourquoi Elvis n'était pas décédé plus tôt. Et on ne parle même pas des injections de Demerol. Le pathologiste Noël Florando avait découvert le côlon distendu du chanteur lors de sa dissection des intestins. Il devait souffrir. Visiblement, il était constipé depuis assez longtemps. Alors, pour se soulager, il a poussé, il a contracté ses intestins si fort pour expulser les matières qu'il en a fait éclater l'aorte abdominale. Son cœur, n'étant plus alimenté, a cessé de battre. C'est une douleur atroce, comme si on vous donnait des coups de pied dans la poitrine. Il a dû se redresser brusquement et se débarrasser du livre d'un geste spasmodique, faire peut-être un pas et s'effondrer. Le King était mort. Une autre théorie nous révèle qu'Elvis était allergique à la codéine. Elvis avait des crises d'urticaire et des difficultés respiratoires en réaction quand il prenait ce médicament. Elvis a visité son dentiste en début de nuit. Quand il découvrit que son dentiste lui avait prescrit de la codéine, Elvis téléphona donc à Nick Nichopoulos pour obtenir du Dilaudid à la place. Or, s'il faut en croire le docteur Nick, il ne les prit pas. D'autre part, Biosciences n'en retrouva pas trace. Si Elvis n'a pas absorbé le Dilaudid, pourquoi a-t-il pris 10 doses de codéine qu'il ne tolérait pas? Le Dilaudid se vend sous forme de cachets ronds, jaune pâle et gravé de 1, 2, 3 ou 4 selon la force. La codéine, souvent employée par les dentistes, est de l'ampirine en cachet rond, blanc et marqué 1, 2, 3 ou 4. Elvis aurait-il mélangé les cachets et avalé de la codéine au lieu du Dilaudid? Assis sur les toilettes, Elvis ressentit les premières démangeaisons. Rapidement, il eut du mal à respirer. Il se débattit. Impossible d'appeler à l'aide. Personne n'avait pris son tour de garde. Ginger Holden dormait profondément. Il rejeta son livre, devenu un poids insupportable, se leva avec peine, tenta en vain de remonter son pyjama et chancela. Il s'effondra, plié en deux. Quelques instants plus tard, le King of Rock'n'Roll était mort. Alors ici, dans ce segment, pour terminer, je vais vous montrer quelques photos de Graceland.
je me concentre surtout sur la maison originale, car pendant les années, Elvis a fait construire des agrandissements et des dépendances. À la mort d'Elvis en 1977, Graceland était énorme. On parle d'un domaine. Tout à l'heure, à la fin, je vous montrerai une vue aérienne de Graceland. Alors ici, on aperçoit le fameux grillage à l'entrée de Graceland. C'est en quelque sorte la signature de Graceland. Ce grillage, en fait, est connu de tous. La photo suivante va nous montrer Graceland avec une vue frontale. Quand on entre, on retrouve directement l'escalier qui nous mène au deuxième palier. À souligner que le second étage est fermé au public. À droite, c'est le salon avec un piano tout au fond. Elvis y jouait très souvent. Photo suivante, le même endroit où l'on aperçoit Elvis. Maintenant, à l'entrée à notre gauche, c'est la salle à dîner qui va nous mener directement vers la droite à la cuisine. À souligner que tout est fonctionnel pour la famille quand ils veulent s'y réunir. Par la suite, toujours sur le même palier, à l'arrière de la cuisine, c'est la Jungle Room. C'est un agrandissement qu'Elvis a voulu. C'est à cet endroit que RCA a installé un studio en 1976 pour qu'Elvis puisse enregistrer. On revient à l'entrée principale. Si vous prenez le passage à droite de l'escalier, ça va nous mener directement vers la chambre de Gladys, la mère d'Elvis. Évidemment, elle est restée inchangée sur ordre d'Elvis. Maintenant, au sous-sol, c'est la table de billard que l'on aperçoit. Toujours au sous-sol, la salle de télé. Elvis pouvait écouter 3 télés en même temps. La photo peut prêter à confusion. Il y a des miroirs sur le mur à gauche et au plafond. Mais en réalité, il n'y a que 3 télés. Ici, nous apercevons la salle des trophées, que l'on retrouve toujours au sous-sol. C'est très impressionnant. On se rend compte qu'Elvis a été récompensé plus d'une fois. Ici, à l'arrière de Graceland, le jardin des méditations, où l'on retrouve les tombes d'Elvis, de Vernon, de Gladys et de Minnie, la grand-mère d'Elvis. Une photo ici d'une dépendance extérieure à Graceland à l'arrière. C'est le salon à côté de la salle de racquetball. Elvis y a joué la dernière nuit vers 4 heures le matin. Ici, c'est une autre photo qui nous montre une salle de jeu et finalement la salle de racquetball elle-même. On revient à l'intérieur de Graceland, à l'entrée. L'escalier nous mène aux appartements personnels d'Elvis. Les photos sont très rares, rien n'a été changé. C'est toujours fermé au public et les photos ne sont pas de très bonne qualité. Alors l'escalier nous mène vers la droite à une porte coulissante qui mène à la chambre d'Elvis. Ici, cette photo est prise de l'intérieur de la chambre. Par la suite, la télé dans la chambre d'Elvis. Et finalement ici, le grand lit d'Elvis. On aperçoit ici le bureau d'Elvis, toujours au 2e étage de Graceland. Par la suite, la salle de bain où Elvis est décédé. Vous pouvez voir le désordre, c'est une photo qui a été prise la journée de sa mort. Par la suite, une vue aérienne de Graceland. Je termine ici par un plan d'une partie du 2e étage de Graceland. À droite,
la chambre d'Elvis. Vous pouvez voir la porte coulissante, le grand lit. Au centre, la salle de bain où Ginger Alden l'a retrouvée. Et à l'extrême gauche, le dressing room d'Elvis. Les appartements à l'extrême gauche de Graceland sont la chambre de Lisa Marie et le bureau d'Elvis à l'arrière.